va essayer de faire un spectacle d'humoriste un peu, là. Donc, vous avez Guy Morin, Mesmer, qui va vous régler ça. Je vais vous faire transporter de façon virtuelle à Montréal, au parc commémoratif de la Polytechnique. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux tranquillement. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, quand je vais dire « Vous êtes dans le parc commémoratif », nous serons maintenant dans le parc commémoratif. J'espère juste que vous allez embarquer parce que j'ai absolument aucun talent comme Mesmer. Donc, ça se pourrait qu'il ne se passe absolument rien, mais c'est pas grave. Donc, on y va. Alors, s'il vous plaît, on ferme les yeux. Oui, on ferme les yeux. On les ferme de plus en plus profondément. 2. Tranquillement, vous sentez lourd, lourd et lourd. Vous vous endormez tranquillement. Monsieur, dans le fond de la salle, oui, vous, monsieur, là. Martin, s'il te plaît, ferme les yeux. Je te promets, je te fais pas faire la poule. Alors, les yeux sont fermés toujours. Et 3. Nous sommes maintenant dans le parc commémoratif de Polytechnique. Ouvrez les yeux. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue ce matin. On est présentement au parc commémoratif à Montréal, le Poly se souvient. Vous êtes dans un lieu public, un lieu où il y a beaucoup d'émotions, où c'est un lieu qui représente, qui est en hommage aux victimes de la tuerie de la Polytechnique, les 14 femmes qui sont décédées ce jour-là. Donc, je vous demanderai d'être respectueux. Si vous avez à applaudir, si vous avez à démontrer votre approbation, etc., je vous demanderai simplement d'applaudir tranquillement. Pas de sifflet, vous n'êtes pas au hockey. Faites ça de façon que tout le monde va avoir une question de respect et que ça va bien passer. Je demanderai à tous les gens qui sont autour du parc, qui font une chaîne humaine, si vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez. On n'est pas là pour se battre, on n'est pas là pour essayer de faire quelque chose de politique. On est simplement là pour démontrer qu'on veut absolument vous tendre la main et essayer de faire quelque chose ensemble pour une fois. Bon, on va commencer maintenant. Non, pas tout de suite, excusez. Vous avez autour de vous 14 monuments. Vous allez voir, les 14 monuments, ça ressemble à des blocs, comme en acier inoxydable, qui représentent chaque victime. J'aimerais ça que vous faites attention à ces monuments-là. C'est important. Oui, merci. Les personnes présentement, oui, vous, monsieur, en avant, là, vous avez les pieds sur le petit corridor de marbre. J'aimerais ça que vous tossiez de là, gardez du respect. Ça fait partie du monument, donc j'aimerais ça que personne pile là-dessus. Merci. Vous, monsieur au fond, oui, vous, monsieur au fond, avec un gilet fuck le registre, s'il vous plaît, là. Monsieur, descendez du monument, c'est pas la place pour faire ça. S'il vous plaît, descendez. Merci, monsieur. Donc, on peut commencer. Dernière chose, on a mis des poubelles un peu tout le tour. Si vous avez des déchets, si vous avez des choses, jetez-la pas à terre, mettez ça dans la poubelle. C'est important, il faut être respectueux. On est à une place commémorative. Merci. Donc, on va commencer. Je vais demander à Jessie de nous faire une lecture sur les raisons du pourquoi qu'on est là ce matin. J'espère que vous allez bien écouter. Donc, je vous présente Jessie McNichol. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être ici aujourd'hui. Je me suis préparé un texte, contrairement à ce que je fais d'habitude, parce que le sujet est très émotif et en même temps, il y a beaucoup de faits là-dedans. Donc, je voulais rien oublier, puis je voulais être sûre que mes mots soient bien choisis. Si la tuerie de Polytechnique est absolument impardonnable, quand on regarde la trajectoire de vie du tueur, on comprend que ce massacre était évitable. La mère de Lépine s'est séparée de son mari
parce qu'il avait frappé si violemment son fils qu'il avait dû subir une chirurgie. Le futur assassin était alors âgé de 5 ans. Il ne sera pas évalué par un professionnel de santé mentale. Il n'y aura pas de suivi psychologique pour surmonter ces très terribles épreuves. Après la séparation, pauvre comme Job, Monique Lépine retourne sur les bancs d'école et place ses enfants dans des familles d'accueil. Un lien avec les revendications antiféministes de Lépine. Lépine, qui s'appelait alors Camille Garbi, s'est sentie abandonnée par sa mère peu de temps après avoir été victime d'une violence inouïe. À 14 ans, il change son nom pour celui de Marc Lépine parce qu'il en a marre de se faire traiter d'arabe par d'autres amis. Sa mère a remarqué, à ce moment précis, un changement drastique dans le comportement de son fils, qu'elle dit ne plus reconnaître. Il aurait tenté d'entrer dans l'armée, mais aurait été refusé pour attitude antisociale. À aucun moment dans la vie du futur bourreau, un professionnel de la santé mentale ne l'a évalué. Oubliez un instant le massacre qu'il a fait. Levez la main ici, ceux qui auraient voulu changer de vie avec cet enfant-là. De la vie de Lépine est empreinte de souffrance, de tristesse, d'échec et correspond parfaitement à un scénario très courant de personnes suicidaires. Rien de ce que Lépine a vécu ne justifie son geste. Mais rien ne justifie non plus que dans notre société où on se targue d'avoir un filet social pour protéger les plus démunis, une société où je travaille personnellement 2 jours par semaine juste pour payer mes impôts. On ne parle pas des autres frais, permis, taxes, etc. Rien ne justifie qu'un enfant avec une telle trajectoire de vie arrive à l'âge adulte sans avoir été évalué par un professionnel de la santé mentale et avoir obtenu un suivi particulier. Dans toutes les sociétés du monde, peu importe la culture, peu importe les lois, il y a environ 1% des personnes qui complètent leur suicide qui vont tuer des gens avant d'en finir avec leur vie. Malheureusement, très souvent, ce sont des homicides multiples. Ça veut dire concrètement que chaque fois qu'on va réussir à soigner la détresse de quelqu'un pour éviter qu'il en vienne à se suicider, chaque fois qu'on va réussir à sauver 100 personnes du suicide, on va aussi s'éviter une tuerie. Pourquoi toujours demander plus de contrôle des armes à feu et prétendre que ça sauve des vies? Est-ce que Lépine aurait dû avoir accès à une arme à feu? La réponse, c'est non. Même avec les lois qui étaient en place à l'époque, il n'aurait pas dû. Il a juste passé entre les mailles du filet. Est-ce qu'un registre aurait changé quelque chose? La réponse, c'est non. Est-ce que les resserrements de la loi quant au transport et à l'entreposage auraient changé quelque chose? La réponse, c'est non. Est-ce que la loi 9 aurait changé quelque chose? La réponse, c'est non. Est-ce que les restrictions sur les chargeurs auraient changé quelque chose? La réponse, c'est non. Est-ce que le reclassement de plusieurs ans aurait changé quelque chose? La réponse, c'est toujours non. Est-ce que, non, non et non. Est-ce que Marc Lépine aurait fait le même nombre de victimes avec un bon vieux 12 pour chasser le canard? Ben oui. C'est écrit dans les conclusions du rapport de la coroner. Raison pour laquelle elle évite délibérément, et ce sont ses mots, d'aborder la question du contrôle des armes à feu dans son rapport. Les gens polis le savent.
et font comme si ça n'existait pas. Pourtant, depuis 28 ans, c'est au nom des victimes de la Polytechnique que tous les resserrements, à part la loi 9, qui est attribuée à Badawson, ont été réclamés en leur nom, tout en sachant parfaitement qu'aucun de ces resserrements n'aurait changé quoi que ce soit. Ce que les gens veulent, c'est nous enterrer sous une montagne de bureaucratie et qu'on soit traités comme des criminels dès qu'un de ces papiers n'est pas parfaitement conforme. Ainsi, ils pensent décourager la possession d'armes à feu par des civils. Il y a seulement 4 choses qui auraient pu faire une différence le jour où s'est déroulée la tuerie de Polytechnique. La première des choses, offrir des services en santé mentale aux petites gamines qui s'est retrouvées dans des familles d'accueil après avoir été sévèrement maltraité, afin que celui-ci puisse guérir de ses traumatismes et évoluer vers une trajectoire de vie plus normale. Mais si on dit ça, on utilise les arguments de la NRA. Deuxièmement, le cafouillage du service 911 ce jour-là dans la transmission des informations aux policiers a été tel que les policiers se sont d'abord présentés à une mauvaise adresse, ce qui a causé un retard important dans l'intervention, dans l'arrivée sur les lieux du crime. Troisièmement, malgré ce cafouillage, quand les policiers sont arrivés sur les lieux du drame, ils sont restés dehors, alors que 7 femmes qui ont été tuées après l'arrivée des policiers. La tuerie s'est arrêtée quand Lépine a retourné son arme contre lui. Pourtant, à ce moment-là, il restait suffisamment de munitions pour doubler le nombre de victimes. Quatrièmement, ce qu'on n'a surtout pas le droit de dire, si Ellen Colgan, qui a été tuée ce jour-là, avait pu porter une arme à feu comme elle l'aurait souhaité, elle aurait pu y mettre fin très rapidement. Lépine avait d'abord tiré sur Geneviève Bergeron, l'atteignant mortellement. Quelques minutes plus tard, Hélène était dans le groupe de femmes qui ont été abattues. Elle aurait pu intervenir. Depuis 28 ans, les propriétaires d'armes à feu sont considérés comme un problème pour un geste qu'ils n'ont pas commis. Depuis 28 ans qu'on utilise le chantage affectif pour justifier toujours plus de contrôle des armes à feu. Depuis 28 ans que l'argent de nos taxes est détourné pour des mesures qui ne visent pas l'efficacité, mais à nous faire ployer sous la bureaucratie, à nous faire craindre que des biens achetés légalement soient déclarés illégaux du jour au lendemain, sans qu'on ne puisse rien faire pour les garder légalement. Depuis 28 ans qu'on utilise les statistiques des crimes commis par les gangs criminels pour justifier plus de contrôle à l'encontre d'honnêtes citoyens. Depuis 28 ans qu'on utilise des sophismes et des demi-vérités pour justifier l'idéologie du contrôle toujours plus grand. Depuis 28 ans qu'on tait le drame initial, celui du petit Gabin Garbi, qui a d'abord passé dans les mailles de notre filet social avant de passer dans les mailles du contrôle des armes à feu. Depuis 28 ans qu'on dilapide les fonds publics pour contrôler les armes et qu'on évite de parler de ce qui mène parfois à la mauvaise utilisation des armes par des citoyens jugés honnêtes, la détresse psychologique. Merci.